Hello Top Top Mom! Aujourd'hui, dans le premier épisode de la saison 2, je fais du fangirling avec nul autre que la queen de la psychoéducation, j'ai nommé Mélanie Bilodeau. Cette grande dame de la périnatalité qui est aussi autrice, chroniqueuse, entrepreneur. Bref, je pense que c'est facile de comprendre mon admiration pour cette incroyable humaine d'exception. Let's go! C'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Hello Top Top Mom, bienvenue dans la saison 2 de ton balado Feel Good du Motherhood, Top Top Mom et compagnie. Et je dois dire que je me suis gâtée. Pour démarrer la saison 2 de Fuego, j'ai la chance de m'entretenir avec, écoute, je peux pas croire que je la présente parce que si tu ne la connais pas encore, je vais t'inviter à aller t'abonner le plus rapidement possible à tout son contenu. Une grande voyageuse maintenant présente dans divers pays en Europe. On l'a aussi entendu à la Maison des maternelles, c'est selon mon humble avis à moi, la queen des psychoéducatrices. Je te présente aujourd'hui Mélanie Bilodeau. Bonjour Mélanie. Salut, c'est tellement une belle intro, ça, Marie-Pierre, merci. Ben, je pense qu'elle est belle parce qu'elle est ressentie et elle est très authentique. Tu le sais, j'ai un fangirling pour Mélanie Bilodeau depuis que j'ai eu la chance de porter l'alter ego de Bedaine Urbaine. Fait que je suis vraiment très heureuse que tu aies trouvé du temps dans ton horaire pour enregistrer ce balado-là pour nos Top Top Moms. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Ça n'a pas été facile, hein? Squeezer ça dans nos horaires respectifs, mais on est là. On a réussi. Je suis vraiment contente. Off record, on va vous dire Top Top Mom, le rendez-vous pour enregistrer le balado a été pris il y a de ça environ 3-4 mois, je pense, Mélanie, qu'on a réussi à se trouver une date commune pour avoir du temps de se jaser. Je dirais même plus, parce que c'est à quelque part autour de l'automne 2023, je pense qu'on a booké ça. On a découvert la discussion à savoir si tu voulais venir, c'est vrai. Puis là, tu me dis, écoute, je suis vraiment busy parce qu'entre-temps, tu as quand même sorti un deuxième livre. Là, tu es aussi l'auteur de 2 livres, Soyez l'expert de votre bébé. Puis on a aussi la chance d'avoir maintenant Soyez l'expert de votre tout petit enfant, j'oublie le titre exact. Ben même 3 livres. Parce que oui, Soyez l'expert de votre bébé, Soyez l'expert de votre tout petit et j'ai publié en début 2024 Être un parent sécurisant, le sommeil du tout petit, 18 mois, 6 ans. Un album pour enfants aussi, Mon petit train du dodo. Donc on est rendu à 4 livres. OK, pas rassure-moi, mais là, il faut que je te demande parce que tu es tellement talentueuse que peut-être que tu chantes. C'est pas un album chantant. Non, Little Train, Little Train. Non, pas pantoute. C'est un album psychoéducatif, Mon petit train du dodo, où on reprend l'analogie du train pour les tout petits, puis ça fonctionne tellement, mais tellement bien, là, Marie-Pierre, on capote. Je dis on parce que je ne l'ai pas fait toute seule, cet album-là. Il a été fait, évidemment, avec une illustratrice qui est Nadia Bergela, c'est extraordinaire ce qu'elle fait, mais aussi avec ma collègue psychoéducatrice Laurence Emmanuel Dumas, qui est psychoède dans mon équipe à la clinique Mélanie Bilodeau Psychoéducation. Fait qu'on a construit ce petit album-là pour enfants pour, justement, amener les parents à accompagner les tout-petits à l'heure de l'endormissement, mais aussi à utiliser cette analogie du train pour que le tout petit ait envie d'aller faire dodo puis que ça devienne quelque chose d'agréable pour lui, que ça soit fait dans le plaisir et non pas que ça soit quelque chose de menaçant puis pour faire diminuer les résistances finalement du coco. Fait qu'au lieu de lui dire, ben, est-ce que c'est l'heure du dodo? Est-ce que tu es fatigué? On sait tous que les enfants nous répondent toujours, non, je suis pas fatigué. Ben, au lieu de lui dire ça, on lui dit, est-ce que ton petit train s'en vient? Est-ce que tu es dans ton petit train? Est-ce que tu es sur le point d'embarquer dans ton petit train? Puis ça fonctionne tellement, mais tellement bien, là. On est super heureuse de ça. Mais effectivement, parce que quand on parle du tout petit, tu sais, le dicton « une image vaut 1000 mots », je pense que c'est vraiment ça qui s'applique. Ça me fait penser un peu à l'analogie de Stéphanie de chez Bulle et Pirouette quand elle disait qu'on commençait à manquer de patience, c'est de dire à un enfant « il me reste de la patience gros comme un petit pois versus comme un melon d'eau », plutôt que « j'ai plus de patience ou il m'en reste pas beaucoup », tu sais, cette image concrète-là dans la tête d'un enfant. J'ose croire effectivement que ça peut aider. Donc, papa, je comprends maintenant pourquoi on avait de la difficulté à se trouver des disponibilités. Et je tiens à dire que c'est à cause ou grâce à l'horaire chargé de Mélanie et non pas le mien. Mais wow, félicitations, c'est vraiment un beau projet.
C'est chouette de savoir que tu travailles en équipe beaucoup, là, principalement basée à Trois-Rivières, Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice, mais tu as vraiment une équipe de psychoéducatrices maintenant avec toi, si je me trompe pas. Hein? Oui, oui, absolument. Donc, la clinique Mélanie Bilodeau Psychoéducation, c'est une équipe de psychoéducatrices. Elles sont pas travailleurs autonomes, elles sont vraiment partie intégrante de l'équipe. Donc, elles sont employées, on travaille tous ensemble une fois par semaine, on débrief tous les dossiers ensemble, pas tous les dossiers, mais les dossiers plus délicats, plus épineux. On réfléchit en équipe aux meilleures solutions pour favoriser la sécurité affective des tout-petits, favoriser l'attachement, favoriser une parentalité qui est sécurisante. Donc oui, on travaille en équipe. Fait que c'est super trippant parce que je peux développer tous ces projets-là avec toutes ces belles têtes cliniques-là. Fait que je suis pas toute seule derrière tous ces beaux projets. C'est vraiment cool. Mais c'est une force quand même, parce que oui, tu es psychoéducatrice de formation, mais là, je suis obligée de te donner le chapeau d'entrepreneur parce que tu es maintenant rendue avec une clinique. Tu es maintenant, tu chapeautes plusieurs maintenant psychoéducatrices. Est-ce que ça a été difficile de trouver des gens qui partageaient les mêmes valeurs que toi? Parce que, tu sais, ça reste que c'est quand même ton nom qui est au nom de la clinique Mélanie Bilodeau Psychoéducation. Est-ce que ça a été difficile de trouver ces alliés-là pour justement faire grandir ta pratique? Écoute, c'est bizarre ma réponse, Marie-Pierre, mais je vais te dire oui et non. C'est-à-dire, oui, c'est difficile dans la mesure où, c'est une approche qui est un peu différente de ce qui était. En tout cas, quand j'ai commencé, c'était une approche qui était très différente de ce qui était fait ailleurs, entre autres en CLSC, tout ça, on parlait pas beaucoup de parentalité sécurisante, de parentalité positive. Donc déjà, en partant, c'était comme un peu plus difficile de trouver des psychoèdes qui avaient cette approche-là. Puis ensuite, moi, je suis spécialisée en périnatalité et petite enfance. Donc, je fais pas du 0-18 ans. On fait du 0-5 ans, mais la période périnatale, elle est tout aussi importante. Puis souvent, les psychoèdes qui font de la petite enfance, ils vont faire du 2-5 ans. Donc, c'est vraiment une spécialisation à part entière d'accompagner le bébé, la santé mentale du nourrisson. C'est une expertise. Et la santé mentale parentale en période périnatale aussi. Fait que ça, c'est un double défi parce que j'étais la première psychoéducatrice au Québec à mettre de l'avant la psychoéducation périnatale. Il n'y en avait pas d'autres quand j'ai commencé en 2007-2008. Fait que c'est sûr que ça, c'est un très, très gros défi de trouver des psychoèdes qui avaient cette expertise-là parce que dans les faits, il n'y en avait pas. Fait qu'il fallait vraiment qu'on les forme, nous. Puis la réponse à ça, je te dis oui et non. Le non, c'est parce que j'ai la chance d'avoir une communauté extraordinaire, tu sais, de parce que je fais, parce que je suis chroniqueuse, parce que je suis autrice. Fait qu'on reçoit quand même beaucoup de CV, beaucoup de gens ont le goût de joindre les rangs de la clinique, puis ont le goût de venir partager nos valeurs, puis de poursuivre la mission de la parentalité sécurisante, puis la santé mentale du parent et du nourrisson. Fait que ça, je dirais que c'est un très, très gros avantage. Fait que là, maintenant, c'est de trouver la perle rare parmi tous ces beaux CV-là, parce que tu as raison, c'est vrai que c'est mon nom derrière ça, mais tu sais, moi, j'ai 100% confiance en chacune des psychoèdes qui travaillent ici. Chacune. Tu sais, moi, là, je peux partir 6 mois, les yeux fermés, puis je sais que tout roule comme sur des roulettes, puis que les filles, elles vont pas dire la même affaire que moi de la même façon, parce que c'est pas moi. Elles ont toutes leurs couleurs, mais on a vraiment la même approche. Tu sais, si j'arrivais dans leur dossier, je sais très bien que je ferais les choses probablement d'une façon très similaire, tu sais. Fait que ça, c'est du gros, gros bonbon. Je suis vraiment, vraiment fière du travail qu'on fait ici, honnêtement. Puis là, ça m'amène une question quand même, parce que là, tu sais, tu m'as parlé d'être un peu pionnière dans cette psychoéducation-là de la périnatalité. Est-ce que maintenant, puisqu'on le sait que c'est important, voire primordial pour certaines familles, est-ce que c'est quelque chose que tu as peut-être réussi à mettre ou que éventuellement ça va être des données qui vont être plus présentes dans le cursus académique d'une psychoéducatrice? Écoute, je le souhaite. Très sincèrement. Présentement, on parle pas, en tout cas à ma connaissance, j'ai pas fait le tour des universités puis des cursus universitaires, mais à ma connaissance, on parle pas beaucoup de périnatalité dans le cursus en soi, mais je me rends compte que ça part beaucoup des chargés de cours puis des professeurs. Fait que moi, je suis allée donner des conférences dans certaines universités, entre autres dans des cours de développement de l'enfant. Donc, quand les chargés de cours disent, moi, je trouve ça important qu'on parle de périnate, donc elles vont parler un peu plus, au moins de la santé mentale du nourrisson, ou si elles sentent pas qu'elles ont, je dis elles parce que je suis comme pas tombée sur un chargé de cours masculin, on dirait, ça a donné de même, mais c'est ça, si elles ont pas l'expertise, souvent elles vont me faire venir ou elles vont référer à mes ouvrages, à ce que je fais et tout ça, fait que tu sais, je la sens, cette volonté-là vraiment d'aborder un petit peu plus la période périnatale, parce que ça reste que c'est une période charnière, là. Je veux dire, tu peux pas commencer à intervenir dans la vie d'une famille juste à l'âge de 2 ans.
s'il y a des enjeux avant, on va les traîner longtemps, ces enjeux-là. Là, si même on parle de la période de la conception, un bébé qui a pris du temps à arriver dans une famille, ça a des impacts sur tout. Tu parles beaucoup de sommeil, ben tu sais comme moi que ça a des impacts aussi sur le sommeil. Un parent qui a une hypervigilance dès la naissance, ben elle remonte à où cette hypervigilance-là? Puis ça, ben, c'est beaucoup notre rôle en psychoéducation, d'essayer de voir à travers les capacités d'adaptation du parent et de la famille, ça remonte à où ces forces-là puis ces défis-là? Donc, est-ce que c'est parce que la mère a fait 3, 4, 5 fausses couches, puis ça a été long avant que le bébé arrive. Ce bébé-là a été très attendu, très investi. Est-ce que c'est parce qu'on était dans un processus de fécondation in vitro? Est-ce que, tu sais, il y a plein d'enjeux qui remontent à la conception qui vont avoir des impacts sur l'attachement, sur la relation par enfant, là, on parle du sommeil, mais tu sais, vraiment sur l'ensemble de la dynamique de la famille, là, tu sais. C'est hyper important de l'aborder. Puis là, ça m'amène à une question, en fait, tu sais, là, tu parles d'accompagner le parent, l'enfant. On le sait que la psychoéducation, c'est pas la psychologie en soi. Fait que es-tu capable de nous expliquer c'est quoi peut-être pas la différence entre la psychologie puis la psychoéducation, mais tu sais, c'est quoi exactement ton rôle? Est-ce qu'il y a une prévention à y avoir en la psychoéducation ou il faut attendre d'être face à un problème qu'on n'est pas capable de surmonter? Comment on en arrive en tant que famille à vouloir consulter en psychoéducation? Bon, j'imagine qu'il y a des gens qui sont référés par le personnel médical là, dans des cliniques de psychoéducation, sachant que le fonctionnement familial peut être un petit peu bancal, mais sinon, dans la vie de tous les jours, comment on en vient à dire, OK, là, j'ai vraiment besoin d'une psychoéducatrice, puis qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement pour les familles, cette psychoéducatrice-là? Bon, mais c'est super simple. Dans les faits, là, le psychoéducateur, parce que c'est vrai là, que c'est souvent confondu avec le TES, avec le TES, qui est l'éducateur spécialisé, ou avec le psychologue. Puis, tu sais, au final, tout le monde poursuit un peu une cible commune, tu sais, mais tout le monde a son expertise à travers ça. Donc, la psychoéducation en soi, c'est une approche. Donc, il y a des psychologues qui font de la psychoéducation, il y a des travailleurs sociaux qui font de la psychoéducation. C'est que nous, cette approche-là, on en a fait une profession. Donc, on est vraiment les experts de l'approche psychoéducative. Fait que c'est quoi? C'est de travailler les capacités adaptatives de l'individu. Donc, toi, fort probablement que dans ta pratique, t'en fais de la psychoéducation. Donc, on parle des capacités d'adaptation de la personne. C'est juste que nous, notre force comme psychoéducateurs, puis notre expertise que d'autres peuvent pas faire, c'est d'évaluer ces capacités adaptatives-là. Fait que ça fait partie de notre acte réservé. Il y a juste nous qui pouvons faire ça avec les psychologues. Donc, c'est vraiment d'évaluer ces capacités-là. Fait que toi, t'arrives, t'es dans ta vie, que ce soit au travail, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton couple, et tu dis, il me semble qu'il y a quelque chose qui est ébranlé, quelque chose qui va pas bien. Je sais pas c'est quoi qui va pas bien, mais je ne fonctionne pas bien. Il y a quelque chose dans ma vie qui fonctionne pas. Fait qu'au travail, je me sens un peu en déséquilibre. Dans ma famille, je suis en train de m'adapter à un changement. Peut-être que je suis en train de me divorcer. Peut-être que j'ai perdu un emploi. Bref, mes capacités d'adaptation sont mises à l'épreuve. Et là, j'ai besoin d'aide. Fait que nous, c'est ce qu'on va faire. On va évaluer ces capacités-là chez la personne pour voir elle est où présentement dans son fonctionnement, puis c'est quoi son plein potentiel à cette personne-là pour qu'on puisse avoir des objectifs qui sont réalistes. Fait que ça nous amène à constamment s'ajuster parce que des fois, on peut vouloir proposer telle ou telle intervention, mais c'est pas du tout adapté à cette famille-là. Et ça répond pas au plein potentiel de la personne. La personne va être forcément en échec parce que c'est pas adapté à ce qu'on appelle le potentiel adaptatif. Fait que ça, c'est ce qu'on fait. C'est du gros jargon de psychoède, là. Fait que grosso modo, on part de où est-ce que la personne elle est dans sa vie là, puis on essaie de décortiquer ensemble comment on peut l'amener à s'adapter à son fonctionnement quotidien. En psychologie, généralement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont plus aller justement explorer ce qui a pu se passer avant dans la vie de la personne pour essayer, là, tu sais, je le vulgarise, là, mais pour essayer de guérir un peu, de traiter finalement les enjeux sous-jacents à ça. Fait que c'est là que nous, on va référer des fois en psychologie. Quand on dit, écoute, je pense qu'il y a un trauma là, lié, par exemple, à ton accouchement ou lié à ton enfance. Mais nous, on va référer en psychologie parce que c'est pas de notre ressort à nous de traiter cette problématique-là. C'est plus clair? Écoute, c'est drôle parce que je ne pouvais pas rêver d'une meilleure vulgarisatrice pour expliquer tous ces concepts-là.
Je sais que ça, c'est une de tes forces de prendre des trucs hyper scientifiques pour avoir lu quand même, soyez l'expert de votre bébé puis l'expert de votre tout petit. Je trouve que c'est un de tes talents de nous faire comprendre en utilisant les vrais mots, mais qu'on comprend quand même. Fait que non, effectivement, c'est super clair. Puis, moi, ça m'amène à penser, est-ce que c'est des choses qu'en psychoéducatrice, on peut faire virtuellement? T'sais, si moi, je suis pas proche de la ville de Trois-Rivières, mais je veux quand même faire confiance à un membre de l'équipe de Mélanie Bilodeau Psychoéducation, c'est des choses qui se font à distance. Ben oui, c'est sûr. Parce que nous, on travaille principalement avec le parent. On travaille pratiquement jamais avec l'enfant dans les faits parce qu'on fait de la petite enfance. Fait qu'on va observer l'enfant si on pense que c'est pertinent, mais dans 90% des cas, on n'a pas tant besoin de l'observer. Donc, c'est super facile pour nous de travailler en Zoom, là, ça, c'est évident, là. Fait que les parents peuvent venir soit à la clinique à Trois-Rivières ou on le fait à distance, là, en visio, ça fonctionne hyper bien. La grosse majorité de notre charge de cas est à distance parce que maintenant, on peut rejoindre les gens partout, tu sais. Ben effectivement, géographiquement beaucoup plus flexible. Puis, tu sais, de pas calculer le temps de distance aussi, ça donne une certaine plus liberté d'horaire que moi, je trouve vraiment chouette avec le virtuel. Puis là, ça m'amène une autre question parce que là, tu sais, toi, on le sait qu'on est plus dans la périnatalité ou la petite enfance. Mais tu sais, tu m'as parlé de quelqu'un qui venait de divorcer. Donc, j'imagine que la psychoéducation n'a pas d'âge. Non, non, absolument pas. Psychoéducation, c'est vrai que parce qu'il y a le mot éducation, souvent, on va associer le psychoéducateur aux enfants. Tu sais, moi, là, régulièrement, ben là, un peu moins, là, parce que ma face est un petit peu plus vue, fait que les gens, on dirait qu'ils comprennent plus ce que je fais, là, mais même dans ma famille, il n'y a pas si longtemps, les gens me disaient, toi, tu travailles dans les écoles, hein? Je suis comme, ben non, je travaille pas dans les écoles, tu sais, parce qu'on est associés à ça, tu sais. Je pense qu'il a fallu que j'aille à Salut Bonjour et qu'il fasse, hé, je pensais que tu travaillais dans les écoles. Non, ben non. Message d'intérêt général sur les ondes de Salut Bonjour. Je ne travaille pas dans les écoles, je fais de la psychoéducation. Mais tu sais, c'est un peu... c'est drôle parce que, tu sais, je peux faire un parallèle très humble avec Beden Urbaine. Moi aussi, ça a été très long avant que les gens... Tu sais, moi, quand je dis que j'aide les parents à faire dormir leurs enfants de 0 à 5 ans, c'est comme, comment tu fais? Puis là, je fais tout le temps la blague. J'ai deux options. Ben oui. L'hypnose ou le chloroforme. Puis là, ils font comme... Je fais non, c'est des blagues, c'est du coaching, c'est des formations en ligne. Et tu sais, quand tu es précurseur dans un domaine, effectivement, il faut des fois que tu expliques tout ce que tu fais parce que les gens ont comme une perception des préjugés ou je sais pas, des stéréotypes qui sont associés, puis c'est bien correct, là, mais c'est drôle que dans ta propre famille, on se pose la question, c'est vraiment drôle. Donc, j'en ai glissé un mot tantôt. On peut te suivre sur ton compte Instagram perso où j'ai le bonheur d'être abonné et tu partages des moments de tes voyages. Des fois, à Paris, ça brasse un peu, mais somme toute, on parle plus de bonheur de voyager et tout ça. Puis moi, ça m'a... Parce que je travaille beaucoup avec les membres de la Team Miracle qui sont européennes, mais aussi avec des parents qui viennent d'Europe. Puis là, j'aimerais ça savoir, de ton point de vue, toi, est-ce que tu trouves qu'il y a des différences dans la parentalité, je vais dire québécoise, canadienne versus européenne, mais tu sais, on peut englober toute la francophonie, le Canada puis la francophonie. Est-ce que toi, selon ton point de vue à toi, il y a des grosses différences ou des similarités qui nous sautent d'en face entre les deux styles de parentalité? Hey, tellement! Là, tu peux me partir pour 45 minutes, là. Oui. Ben écoute, vas-y. Sinon, les autres questions, on fera un autre balado. On fera un autre épisode. Ah, écoute, c'est un autre univers. Moi, c'est sûr, je côtoie beaucoup la France parce que j'y vais plusieurs fois par année. La Belgique aussi, j'ai eu la chance d'y aller. Là, je suis allée au Maroc récemment. Si je parle juste de la France, là, c'est complètement fou à quel point on peut être fier de là où on est rendu au Québec en termes de parentalité. Oh, wow. J'ai l'impression, à chaque fois que je vais en France, qu'il faut que je retourne 10, 15 ans en arrière dans ma pratique. Des choses que je n'ai plus besoin de dire au Québec ou que je dis très rarement à quelques ma tante Monique des fois, mais généralement, les parents le savent. Par exemple, de dire que le cerveau de l'enfant est très immature, qu'il fait pas de caprice, qu'il manipule pas, qu'il a besoin qu'on accompagne ses grandes émotions, qu'on l'accueille dans ce qu'il vit. De manière générale, oui, il y a encore beaucoup de chemin à faire là-dessus, puis il faut continuer à en parler, puis il faut marteler le message, mais de manière générale, il y a beaucoup plus de parents qui le savent que de parents qui le savent pas, tu sais. Mais du moins dans ce qu'on côtoie nous, parce que ceux qui le savent pas, ils savent pas qu'ils le savent pas, fait que ils écoutent pas ton balado, puis ils suivent pas mes affaires, fait que on les côtoie pas, tu sais. Mais quand je vais en France, Marie-Pierre, c'est épouvantable.
je me rends compte qu'il faut vraiment, vraiment que je revienne à la base, là. Tu sais, je tombe en bas de ma chaise 90% du temps parce que je fais voir que vous savez pas ça, tu sais. Les parents qui ne sont pas au courant de ces principes-là ou même les professionnels européens que tu côtoies sont... Les professionnels aussi. Là, dis-moi, là, ton balado, y est-tu diffusé partout dans la francophonie? Oh, oui. Ou juste au Québec? Partout dans la francophonie. C'est parfait. Fait que je vais faire attention à ce que je dis, mais je vais tout dire quand même. Je vais juste censurer des noms. Donc, le message va passer, c'est juste que c'est anonyme. Oh, j'adore ça. Exact. Ta communauté en France va très bien comprendre de quoi je parle, c'est sûr. Ceux du Québec qui n'ont pas suivi ça, c'est pas grave, je vous mets au parfum. Ceux qui me suivent dans ma communauté ont vu ça passer. Je suis allée à l'émission La Maison des maternelles plusieurs fois. Et il y a une fois où ça a fait pépic et pas à peu près. Oui. C'est à quelque part autour de décembre, janvier, là, je ne sais plus trop. Au moment où je suis là, en direct, ça se passe super bien. On me demande de commenter un extrait puis c'est là que je vais censurer, d'une psychanalyste, psychologue en France qui est pour le time-out, c'est-à-dire le time-out, ils appellent ça comme ça, donc le retrait. Et là, on me demande de commenter cet extrait-là. Déjà, moi, je commence à mal filer parce que je suis sur le plateau en direct puis je me dis, c'est terminé, j'ai plus de carrière en France, c'est finito, pépito. C'est ça, je me disais, hey, j'ai eu bien du fun, merci pour cette belle opportunité. Je vais retourner dans mon Québec. Alors, cette femme-là est extrêmement polarisée en France présentement depuis 2 ans à peu près. Il y a énormément de combats sur la place publique entre elle et les Isabelle Filiosa, les Catherine Guéguen et tout ça parce qu'elle est vraiment pas dans une approche positive d'intervention. Fait que tout ça pour résumer que j'ai à commenter un extrait avec cette dite dame. Et bon, je pense que je m'en sors plutôt bien dans l'épisode en direct. Je la contredis pas, mais j'amène ce que la science nous dit en termes de données probantes. Puis je reste vraiment alignée sur les données probantes dans ma réponse. Là, on parle des punitions versus les conséquences. Fait que j'explique que les punitions, c'est pas efficace, qu'il faut davantage y aller avec des conséquences qui sont naturelles, qui sont logiques, qui sont constructives, où on apprend quelque chose à l'enfant, blablabla. Mais en France, là, le mot conséquence, ça n'existe pas dans la parentalité. On parle de punition. Puis là, je me rends compte qu'il y a une espèce de confusion entre la punition comme nous, on l'interprète, qui est des pratiques coercitives, qui est d'essayer de faire peur à l'enfant, de lui générer un malaise, etc., etc., et ce que nous, on appelle les conséquences. Fait que pour eux, c'est la même affaire. Fait que quand tu parles de conséquences, pour eux, ça s'appelle une punition. Okay. Grosso modo, ils placent cet extrait-là sur les réseaux sociaux. C'est juste un petit extrait d'à peu près 30 secondes en story, là. C'est quasiment rien, là, comprends-tu? Il n'y a rien de nuancé. T'as pas vu mon exemple d'avant, mon exemple d'après. T'as pas entendu ce que j'ai dit 4 secondes après qui est « Mais je comprends les parents qui font du coin-retrait. Je me mets à votre place. C'est ce qu'on vous enseignait. Il faut pas se culpabiliser. Vous avez pas bousillé vos enfants. » Personne n'a accès à ça. On a juste accès au bout. Je dis « Les punitions ne sont pas efficaces. » Fait que là, je me fais ramasser, Marie-Pierre, là, pendant 2 semaines. Continue tous les jours. 2 semaines. Continue, là. Pas des centaines, des milliers de messages par jour. Des milliers. Milliers, là. Je te dis, je pourrais te montrer. J'ai pris une vidéo, à un moment donné, de 1 minute où je scroll les commentaires et les messages en privé que je reçois et ça défile sans arrêt. C'était débile. Débile. Fait que tout ça pour dire que ça a énormément dérangé les gens en France, mais il y avait aussi beaucoup de beau. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui me disaient « Merci, wow, enfin, une approche qui me rejoint dans ma sensibilité parentale. » Parce que je parle toujours de la sensibilité parentale. Mais là, évidemment, dans cet extrait-là, on l'a coupé. Tout ce qu'on veut là-bas, c'est polariser. Tu sais, pour te donner une idée, on m'a réécrit par la suite pour me dire « Hey, ça te tenterait-tu de revenir sur le plateau avec la dite psychologue? On pourrait faire un échange, ça serait super le fun. » Ben oui. Pour qui le fun, là? Comprends-tu? Ça amenait à des codes d'écoute. Mais tu sais, pour eux, polariser, c'est le fun.
Nous, on haït ça au Québec. Là. Tu peux pas polariser. Là. Ricardo a juste dit à Master Chief, à un pauvre petit gars que son gâteau avait pas bien levé, puis le Québec a pas aimé ça, tu sais. Fait qu'on on peut pas, nous, au Québec, on n'aime pas ça. En termes d'approche, oui, on est ailleurs en France. Ça confronte beaucoup quand on leur dit que les enfants ont besoin d'être accueillis et accompagnés dans leurs émotions. Les pratiques parentales coercitives, elles sont encore très, très présentes. Là-bas, on parle d'éducation non violente. Tu sais, quand on parle de parentalité positive, pour eux, c'est l'éducation non violente. Ils sont obligés de dire le mot non violent. Tu sais, pour nous autres, c'est comme, on ne parle pas de ça, éducation non violente. Parce qu'ils sont violents, réellement, dans leur pratique. Là, je dis ils sont. Auditeurs français, là, je ne suis pas en train de tous vous mettre dans le même bateau. Si vous écoutez Bédaine urbaine, c'est parce que je le sais que vous avez des pratiques parentales qui sont sécurisantes, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Beaucoup, beaucoup. Fait que moi, je suis bien fière quand je reviens au Québec. Des fois, je suis un peu fâchée pour plein d'affaires, comme toi, sûrement. Tu sais, des fois, on se dit, il me semble que je répète toujours la même affaire. Comment ça se fait que le message ne rentre pas? Ben, le message, il a rentré. Je peux te dire, là, ça fait à peu près une dizaine d'années, toi aussi, là, que tu es sur les réseaux sociaux. On a commencé pratiquement en même temps, je pense, hein, sur les réseaux. Puis le message, il rentre. Il faut vraiment aller ailleurs pour se rendre compte que oui, on a évolué beaucoup dans nos pratiques au Québec. Mais le problème avec le message, là, comme tu l'as dit, on généralise pas. Là, on y va vraiment avec de ce que toi, tu as perçu. Le message est entendu, mais il n'est pas écouté, c'est ce que je comprends? C'est qu'ils sont conscients qu'il y a un mouvement qui s'installe dans la bienveillance, mais ils ne l'acceptent pas, sont trop fiers, sont trop ancrés dans leurs croyances, ils n'ont pas encore peut-être suffisamment remarqué d'effets collatéraux sur le développement de l'enfant pour qu'ils se posent la question à changer leur système. C'est pourquoi ils sont si réticents que ça à peut-être pas nous écouter en fermant les yeux puis en gobant tout ce qu'on raconte, mais tu sais, de prendre une minimale part de ce que toi t'as comme discours, que ce que t'en as nommé, le Catherine Guéguen, Isabelle Filiosa, je veux dire, c'est impossible de penser qu'il y ait autant de grands noms qui soient d'un commun accord sur le fait que ce que tu racontes, c'est maintenant la nouvelle avenue pour que eux soient encore très réticents à ce niveau-là. C'est où le chaînon qui manque pour que on passe de j'entends le message à l'acceptation, à la mise en place de cette parentalité-là, tu penses? Ben, je pense que c'est parce que le message est confrontant. Tu sais, c'est même pas qu'ils l'entendent puis qu'ils veulent pas l'appliquer, ils ne l'entendent pas. C'est-à-dire que je l'entends, mais ça m'intéresse pas, j'y adhère pas du tout. Mais il y en a qui y adhèrent vraiment, puis pour eux, ça fait énormément de bien d'entendre ça parce qu'ils se disent « Oh, OK, moi, ça fait des années que ce qu'on me dit de faire dans ma parentalité, ça ne me rejoint pas, ça me confronte dans mes valeurs, ma sensibilité parentale est ébranlée tout le temps, je ne me vois pas laisser pleurer mon bébé, je pleure moi-même dans ma cuisine toute seule parce que je sais que mon bébé et mon enfant pleurent tout seul dans sa chambre, puis je le sais que c'est pas ça qu'il faut que je fasse à l'intérieur de moi, mais tout le monde me dit que je dois faire ça, alors je le fais, tu sais. » Fait que ça, c'est une partie de la société. Fait qu'eux, c'est clair qu'ils adhèrent au message, mais ils sont toujours aux prises avec la pression de la société, des ma tante Monique, de leur mère, de leur belle-mère, des crèches et tout ça. Et de l'autre côté, bien, il y a les gens qui sont extrêmement confrontés. Tu sais, si on remonte à il y a 25 ans ici, juste au début de ma pratique, là, 2007, 2008, je commence à parler de ça. Ce que je reçois comme message de haine en France, je le recevais ici au Québec, là. Oui. Parce que c'était confrontant. Donc, les parents disent, OK, tu es en train de me dire que ce que je fais, c'est pas correct pour mon enfant. Tu es en train de me dire que je suis pas un bon parent. Tu es en train de me dire que je vais bousiller mon enfant, finalement. Tu es en train de me dire que tout ce qu'on m'a transmis de génération en génération, c'était pas bon. Fait que là, tu as les grands-mères aussi qui embarquent là-dedans, qui disent, OK, fait que tu es en train de me dire que moi, mes 8 enfants, je les ai mal élevés puis je savais pas comment ça marchait. Fait que, tu sais, tout ça, ça confronte. L'humain aime pas ça, le changement, là. Tu sais, moi, il y a plein de choses que je disais au début de ma pratique que je dis plus aujourd'hui. On m'a appris des affaires à l'université qui ne s'appliquent plus aujourd'hui. Ça m'a-tu confronté? C'est sûr. Le jour que j'ai fait, ah, mon Dieu, je vais des années, je dis ça, je peux pas croire que personne n'aime ça, se faire dire que c'est pas correct. On n'aime pas ça, le changement. Mais là, après ça, ça dépend de ton degré d'ouverture, mais surtout de ton degré de maturité émotionnelle et affective. Si tu as grandi dans la violence, tu as grandi avec des coups, hein, en France, là, juste pour sortir en contexte, là, je dis qu'ils sont 25 ans en arrière, on parle de 2019 de mémoire, qu'on a cessé, en théorie, de gifler nos enfants par correction. Mais ça se fait encore dans les familles. Oui, j'imagine. Ça se fait encore. C'est juste que maintenant, on n'a plus le droit de le faire, en théorie. Mais 2019, on s'entend que c'est hier. Alors, moi, quand j'ai commencé à aller en France, c'était juste normal de gifler son enfant.
Imagines-tu comment je partais de loin? J'étais comme, oh my God, tu sais. Alors que nous, ça fait quand même un bon moment là, qu'on fait plus ça, là, tu sais, dans nos pratiques. Mais dans les années 80, on le faisait. Moi, j'en ai mangé, là, des gifs, là. C'était comme ça, tu sais. Fait que, tu sais, je lance pas la pierre aux parents quand tu le sais pas, puis quand tu te fais dire que c'est comme ça que tu dois corriger ton enfant, ben c'est ce que tu fais. Alors, c'est ce qui se passe en France présentement, là. Ils se disent, ben là, moi, tout le monde m'a toujours dit qu'il fallait faire ça. Puis c'est ce que je fais parce que c'est ce que j'ai reçu. Tu sais, on a beaucoup de clients français qui habitent maintenant au Québec, qui viennent à la clinique, puis ils sont convaincus, même s'ils sont dans la gifle avec leurs enfants, ils sont convaincus qu'ils font bien les choses. Parce que, comme être humain, ce que tu veux, généralement, c'est donner le meilleur à tes enfants, puis tu veux faire mieux que tes propres parents. Tout le monde veut faire ça. On veut tous faire mieux que nos propres parents. Alors, si toi, tu as mangé des coups de ceinture, puis que maintenant, tout ce que tu fais, c'est de donner une petite tape au visage de ton enfant de fois de temps en temps, ben, tu es convaincu que tu fais mieux. Et c'est vrai que tu fais mieux que tes propres parents. Alors, ces parents-là arrivent puis ils nous disent, ben là, il est où le problème? Moi, je suis pas violent. J'ai vécu de la violence. Je le sais, moi, c'est quoi la violence. J'en ai subi. Viens pas me dire que moi, je suis violent avec mon enfant. Alors, il y a tout un travail à faire pour déconstruire ces schèmes de pensée-là avec les parents, là. Fait que c'est un travail de longue haleine. Fait que moi, quand j'arrive rapidos pour une entrevue de 7 minutes sur un plateau de télé en France, on s'entend que j'ai pas le temps de déconstruire des schèmes de pensée, là. Tu sais, tout ce que je fais, c'est de donner de l'information, puis tranquillement, on sème des graines. C'est pas moi qui va changer le monde à moi toute seule, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'entends encore la grand-mère qui dit tu es en train de me dire que j'ai scrappé mes 8 enfants, tu sais. Non, mais ils ont quand même bien réussi. Regarde, j'en ai 6 qui sont allés à l'université. Regarde, lui, comment il a, tu sais. Fait que je pense qu'il y a aussi ce constat-là qu'on n'ose pas nécessairement se remettre en question parce qu'on se dit, regarde, tous les enfants, ils vont pas si mal que ça après tout. Fait qu'on n'a pas cette urgence, peut-être, de changer de mentalité, mais c'est intéressant de savoir que au moins le message passe, le message est entendu, puis qu'ils sont quand même réceptifs pour la majorité d'entre eux à entendre le discours. Mais tu sais, comme tu dis, si on a quand même quelques années en arrière, peut-être que dans 10-15 ans, on fait un autre balado puis qu'on est vraiment ailleurs. On va continuer à espérer le mieux pour nos enfants qu'on aime tellement. Puis là, ça m'amène à faire un parallèle, justement, enfant-sommeil. Parce que je sais pas si tu sais, nous, on fait beaucoup de sommeil au day-to-day. Puis là, ben écoute... C'est vrai? Ouais, ben oui, à temps perdu, je m'occupe du sommeil des enfants 0-5 ans. Et puis là, ben... Un sideline. Oui, c'est ça, mon sideline. Ben non, ben écoute, ça a commencé comme un sideline, mais il faut croire qu'un peu comme toi, il y a des choses qu'on fait bien parce que la demande est de plus en plus grandissante. Puis ben, j'en profite égoïstement pour avoir la queen de la psychoède avec moi, fait que je vais te poser des questions sur lesquelles moi, humblement, j'aimerais avoir des réponses. Donc, sommeil du tout petit. OK, là, on parle d'un enfant qui est probablement dans son grand lit ou qui est plus en tout cas, du moins dans son lit à barreaux, puis que l'enfant ne veut pas laisser partir le parent. Tu sais, moi, j'entends souvent ça. Là, c'est comme, écoute, je change mon poids de fesses, l'enfant se désorganise, il me rattrape le chandail. Il ne veut pas laisser partir le parent. Donc, dans cette éventualité-là, bon, on sait que dans le sommeil, la nuit, c'est quand même une grande période de séparation qui peut amener quand même une certaine, entre guillemets, là, anxiété. Je suis pas en train de faire un diagnostic, Suzanne, merci. Mais tu sais, ça peut amener une période plus anxiogène pour l'enfant. Ça peut amener aussi son lot de difficultés pour le parent qui, lui, aimerait bien quitter dans le calme et l'harmonie la chambre de l'enfant. Fait que moi, ma question, c'est, on comprend que la routine de dodo, il y a un environnement, il y a des outils à mettre en place, il y a un climat qui doit s'instaurer pour que l'enfant puisse s'abandonner vers le sommeil. Mais elle est où la limite dans mon métier de consultant de sommeil, de dire, oui, ça, c'est vraiment quelque chose qui est relié au sommeil versus, oula, je pense que la période de séparation où toutes ces émotions-là ou ces comportements-là à l'heure du dodo sont peut-être le reflet d'un besoin beaucoup plus poussé au quotidien, bref, d'avoir des outils en psychoéducation. Elle est où la limite, bon, ben pour moi, en tant que consultant de sommeil, de diriger en psychoéducation, mais surtout pour la maman ou le parent qui nous écoute en ce moment, de dire, ouais, non, finalement, c'est peut-être pas une consultante de sommeil que j'ai besoin, c'est vraiment beaucoup plus de revoir notre quotidien, notre routine, notre dynamique familiale et non pas juste de focusser sur le dodo. Hey, c'est une bonne question. C'est sûr que c'est plus dur pour moi de connaître les limites de ton mandat, tu sais, parce que je ne sais pas exactement jusqu'où vous vous rendez dans l'intervention, mais tu sais, ce que je peux vous dire d'entrée de jeu, c'est que derrière ces défis de sommeil-là, il y a toujours un besoin. Tu as parlé de besoin, Marie-Pierre, il y en a toujours un, tout le temps, c'est sûr. Tu sais, les enfants, là, quand ils perdent le contrôle dans leur vie, sur plein d'affaires, perdre le contrôle, ça peut vouloir dire
mes parents sont émotifs ces temps-ci, sont impatients, ils pognent les nerfs. Moi, j'ai pas de contrôle là-dessus comme enfant. Ça m'insécurise. Je viens de changer de groupe à la garderie et pas de contrôle là-dessus. Ça m'insécurise. J'ai un parent qui est retourné travailler après 3 semaines de vacances. Hey, ça vient de changer la dynamique familiale. J'ai pas de contrôle là-dessus. Ça m'insécurise. Le contraire aussi. On vient de tomber en vacances. Habituellement, je vais toujours à la garderie à tous les matins de ma vie. Puis là, finalement, 2 semaines de vacances à la maison. Mes parents sont pas comme d'habitude. C'est pas la même routine. Je viens de perdre mes repères, ça m'insécurise. Fait que cette insécurité-là, ça part d'un besoin. Alors, l'enfant, il a besoin de quoi? Et généralement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher à avoir du contrôle là où il peut en avoir. C'est normal. Moi, si je suis insécure, ben je vais essayer de me sécuriser comme je peux. Alors, ça va se passer très souvent sur le sommeil. Donc, au moment de l'endormissement, les réveils nocturnes, ça peut se passer sur l'alimentation. Donc, ce qui rentre puis ce qui sort, hein, c'est moi qui ai du contrôle là-dessus. Personne ne peut m'enlever ça. Tu sais, le sommeil, c'est la même affaire. Je ne peux pas appuyer sur le bouton dodo comme adulte. Fait que, comme enfant, non, tu l'as pas trouvé, toi non plus, ce bouton-là? Non. On le cherche activement. Non? On serait multimilliardaire si on avait la recette pour trouver le bouton. Ouais, on passe notre vie en Europe, là, on est ailleurs. On est ailleurs. Les 2 pieds sur le pot, faut mal dire, toi. Ouais. L'alimentation puis le sommeil, là, quand les deux sont impactés. L'alimentation, sommeil et propreté. Okay. Si on est dans une période où on est dans cet apprentissage-là, parce que là-dessus aussi, l'enfant, il a du contrôle. Donc, c'est moi qui décide si je retiens ou pas mes sphincters, tu sais. Alors, quand il y a quelque chose qui cloche dans une de ces 3 sphères-là, très souvent, je vais te dire, ben là, on est fort probablement dans une période d'insécurité. Et c'est ça qu'on va faire en psychoaide. On va essayer de voir, parce qu'on est dans des capacités d'adaptation. Il faut que l'enfant s'adapte à une situation. Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, on va dresser tout le portrait de la famille. On va poser plein de questions pour essayer de comprendre ça part d'où, cette affaire-là, tu sais. Et très souvent, ça part dans la dynamique familiale. Il y a quelque chose là-dedans, là, très souvent. Des fois, c'est à l'extérieur de la famille, ça arrive. Puis, tu sais, c'est un peu ça que je propose dans mon livre, Être un parent sécurisant, le sommeil du tout petit. Je regarde vraiment toutes les sphères qu'on va analyser souvent en psychoéducation pour que le parent puisse faire le boulot un peu par lui-même, de regarder, OK, ça va-tu bien? Tu sais, tu parlais de routine, bien c'est ça, j'en ai-tu une routine de sommeil, mais mes routines à la maison, comment ça va? Notre cadre, comment ça va? Je suis un parent étiède ou je suis un parent palissade de béton, moi, dans la vie? Faudrait-tu qu'on s'assouplisse un peu? Y a-tu quelque chose qui est trop serré ou pas assez serré? Est-ce que moi, je suis émotif présentement? Est-ce qu'il y a une contagion émotionnelle au sein de la famille? Est-ce qu'il y a un grand changement dans notre vie? Est-ce qu'on est juste dans des affaires de base physiologiques comme une poussée dentaire, des troubles gastro-intestinaux? Bon, on explore tout ça pour essayer de le décoder, ce Moses de besoin-là. Mais tu sais, des fois, c'est aussi banal que, bien, c'est banal puis ça ne l'est pas. C'est-à-dire que pour moi, c'est banal parce que je répète ça tout le temps, mais dans les faits, c'est pas banal pour un parent qui le vit au quotidien, mais c'est toutes les réorganisations cérébrales qui surviennent à l'âge de 18 mois, 2 ans. Tu sais, souvent, c'est ça, là, l'enfant, il arrive dans son grand lit, puis là, il veut plus laisser partir son parent. Puis là, le parent, il dit, moi, je comprends pas, ça allait très bien avant. Veux-tu bien me dire pourquoi qu'à 2 ans, on a un pic d'angoisse de séparation, puis je suis plus capable de sortir de la chambre? Mais souvent, ce pic d'angoisse de séparation-là, tu l'observes pas juste à l'endormissement. Tu vas l'observer au moment de la séparation le matin à la garderie. Il va être un petit peu plus collé, pot de colle sur toi quand il revient de la garderie ou de l'école. Tu sais, ça se passe aussi des fois à la maternelle. Donc, ces réorganisations cérébrales-là peuvent amener de l'angoisse de séparation, entre autres. J'ai pas nécessairement acquis le dernier stade de la permanence de l'objet qui fait en sorte que je comprends que mon parent, quand il est plus dans l'environnement, il existe encore. Fait que ça fait en sorte qu'une fois de temps en temps, j'ai besoin de te rappeler, moi, pour être sûr que tu es encore là, tu sais, parce que là, je te vois plus. Fait que là, j'appelle maman. Puis là, j'ai besoin que tu me répondes parce que si tu me réponds pas, je fais mon Dieu, tu n'existes plus. Il y a aussi le fait qu'à 2 ans, puis là, je dis 2 ans parce qu'on est dans cette tranche d'âge-là, mais bon, ça peut être d'autres enjeux à d'autres âges, mais tu sais, à 2 ans, il y a une espèce d'acuité aussi qui s'installe au niveau auditif. Donc, l'enfant, il entend les sons beaucoup plus forts à 2 ans. Donc là, le bruit de la tondeuse en plein été ou du souffleur à neige en plein hiver, ça me fait réagir puis ça me fait peur. Puis moi, avant, j'avais pas peur de ça, mais là, maintenant, ça me fait peur. Et ça va faire en sorte que je vis de l'insécurité puis j'ai pas le goût de laisser partir mon parent. Tu sais, fait que c'est ça, c'est d'essayer de voir c'est quoi le Moses de besoin. Mais ça se peut que comme parent, t'arrives pas à le trouver. Parce que ça nous met de la pression aussi comme parent de dire, ouais, mais elle le trouve pas, moi, le besoin. Pas capable, moi, de le trouver, tu sais. Ben, c'est bien simple. Réponds au moins aux besoins de connexion.
Parce qu'un enfant va se normalement. sécuriser comme ça, par la présence physique, par la connexion. Il va se tourner vers son porte-avions. Donc, le porte-avions, c'est l'espèce de plateforme sur laquelle je peux retourner me poser pour me sécuriser à tout moment comme avion. Fait que l'enfant, c'est comme si c'était un petit avion. Fait qu'il a besoin que son porte-avions soit toujours accessible, disponible et sensible à ses besoins. Fait que même si tu n'arrives pas à l'identifier, c'est quoi le besoin, est-ce que tu y es sensible? Dis, Coco, je ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à me laisser sortir de la chambre, mais on va essayer de le trouver ensemble. Ce soir, je vais rester à côté de toi. Et là, on peut mettre en application le retrait progressif. Toi, je pense que tu l'appelles-tu la chaise? C'est comme ça que tu l'appelles? Sortir progressivement de la chambre? Là? Exactement, le retrait progressif. Ah bon! Vois-tu, Moi, je c'est trouvais qu'il n'y fabuleux. avait pas un meilleur verbatim pour expliquer ça que de l'appeler comme étant un retrait progressif. Ben c'est ça, tu sais, fait qu'on peut appliquer ça. Donc, on va y aller progressivement, mais le problème, c'est que souvent, on veut le faire trop vite. Fait que là, on vient frustré parce qu'on est assis à côté de l'enfant, on dit « J'essaye de me relever, puis je peux pas, il me tire après le chandail. » Ben c'est parce que tu t'es éloigné trop vite. Exact. Accepte de rester à côté de lui pendant un moment. Puis il faut pas que l'enfant te sente impatient de décoller de là, parce que ça l'insécurise, parce qu'il ne te sent pas disponible. Il sait que tu es accessible, mais il sent pas que tu es disponible. Et comme on dirait que maman veut tout le temps s'en aller, fait que moi, j'aime pas ça. Fait que si elle lève juste un petit orteil, c'est sûr que je vais réagir comme enfant. Je suis comme, non, va-t'en pas. Parce que je sais pas si tu vas être encore disponible et accessible une fois que tu vas être sorti de la chambre. Donc, le retrait progressif, il faut le faire au rythme de l'enfant. Tu t'éloignes au fur et à mesure de ce que l'enfant est capable de tolérer comme distance. Et un enfant qui proteste, c'est normal, c'est sa job d'enfant. Fait que quand tu le sais que l'enfant est capable de tolérer que tu sois assis, par exemple, au pied du lit, bien, ça veut dire qu'il est capable de tolérer que tu te distancies un peu. Fait que tu peux t'éloigner. Fait que tu es assis au bout du lit, bien là, tu vas t'éloigner un petit peu du lit. Tu peux t'asseoir sur une chaise, tu peux t'asseoir par terre, peu importe, ça n'a pas d'importance. Et là, il va protester. C'est normal. C'est ça le job d'enfant de protester. Moi, j'étais bien, tu étais assis à côté de moi. Pourquoi je te dirais oui, oui, pas de problème, papa, maman, éloigne-toi? J'étais bien. Fait que c'est sûr, je vais protester en espérant que tu reviennes. Et ça, c'est notre job de parent, d'accepter que notre enfant proteste et de demeurer disponible, accessible et sensible. Je comprends, Coco. Je sais que tu aurais aimé ça, je reste à côté de toi, mais je le sais que tu es capable. Je le sais que tu es capable. Là, je suis assis ici, puis je reste à côté de toi. Mais là, le défi, c'est de rester là jusqu'à ce que l'enfant soit capable de tolérer cette distance-là. Ça se peut que ça prenne 2, 3 soirs, 3 semaines. Si ça prend 3 semaines, ça prendra 3 semaines. Faut que tu restes le temps que ton enfant soit capable de tolérer ce délai-là. Et quand il le tolère bien, c'est là que tu t'éloignes. Fait que le problème avec le retrait progressif, c'est qu'on va aller trop vite. Puis je comprends tellement. Moi, j'ai eu 3 enfants, j'étais monoparentale le soir, j'avais un chum qui travaillait jusqu'à 11 heures à tous les soirs. J'étais seule avec les 3 enfants. Le retrait progressif, peux-tu te dire que moi aussi, je l'avais des fois dans le plus profond de mon arrière-train. Là. Ça m'arrivait de faire comme « Hey, peux-tu sortir de la chambre? Là? Parce que la vie continue. Là. J'ai des lunchs à faire pour demain. » Mais ça fonctionnait pas. Plus je pognais les nerfs, plus j'essayais de me lever rapidement, plus tout le monde se désorganisait. Fait qu'il arrivait quoi? Je revenais à case départ, puis je retournais assis sur ma petite chaise. Fait qu'à un moment donné, t'as pas le choix de l'accepter. Mets-toi un balado dans les oreilles, écoute le balado de Bédaine Urbaine, écoute des gens qui te font du bien puis qui te rappellent que tu es un bon parent. Et c'est temporaire, ça va passer. Plus tu vas être constant, puis plus tu vas être sensible, accessible et disponible pour ton enfant, plus ça va aller vite. Parce que ton enfant, il n'aura pas peur de perdre la minute que tu vas sortir de la chambre. Exactement. Ben, tu sais, moi, je dis tout le temps, le soir où ça te tente vraiment pas, là, la pire chose que tu peux faire, c'est d'essayer de sortir plus rapidement que d'habitude. S'il y a quelque chose qui change, c'est sûr et certain que le soir où tu dis, OK, là, ce soir, j'aimerais que ça se passe rapidement, c'est sûr et certain que tout ton être fait que ton enfant va prendre 3 fois le temps qu'il prend habituellement pour s'endormir. Puis c'est un processus normal. Moi, j'aime bien faire des parallèles avec l'adulte. Tu sais, de dire tantôt, tu m'as dit, si je réponds pas, je me mets en mode panique. Moi, j'ai 38 ans, quasiment 39. Fait tu sais, je veux dire, si moi, j'appelle, mettons, là, je vais parler de mon fils, ou même, tu sais, chez mes parents, j'appelle mes parents, s'ils répondent pas, c'est mal fait, mais l'être humain, il se met en mode panique. Je calcule que j'ai très bien compris que les gens pouvaient quitter mon champ de vision et continuer d'exister dans l'espace-temps. Mais ça m'est arrivé récemment avec Jacob Olivier, à qui j'ai dit, je m'en vais dans le bain. Et Jacob Olivier, connecté sur son téléphone, Snapchat, TikTok et tout le code, il m'a fait comme moi. Mais il m'a pas écouté. Il m'a écouté, mais il m'a pas entendu. Donc, il y a eu un 15 minutes où Jacob Olivier a paniqué jusqu'à temps qu'arrivé dans la fenêtre de la porte de salle de bain.
Maman, oui, là, tu sais, moi, je suis quasiment prête à me lever du bain parce que là, il dit, je t'ai cherché partout, t'avais pas ton téléphone. Je dis, ben non, je suis dans le bain, je suis chaud, j'ai pas mon téléphone. Il dit, oui, mais t'étais où? Je dis, ben là, je suis dans le bain, donc j'étais dans le bain. Puis ça m'a amené quand même à l'adolescence parce que moi, je dis souvent à Jacob Olivier, t'as le droit de vivre ta vie, mais t'as pas le droit de me laisser m'inquiéter. Je veux savoir pas avec qui tu es en temps réel. Je veux juste être certain que si je t'avais dit de rentrer à 10h puis qu'à 10h02, tu vois que t'es pas sur le point de rentrer, texte-moi. Maman, je suis rendue là, t'as pas le droit de me laisser m'inquiéter. Puis là, j'en ai profité pour faire un parallèle de dire, c'est plate de s'inquiéter pour quelqu'un, hein. Fait que, tu sais, nous, on pense que le tout petit qui panique parce qu'on y répond pas, c'est un caprice, alors qu'à l'âge adulte, on demande à nos enfants qui sont rendus adolescents de ne pas nous ignorer comme ça. C'est-à-dire, je l'ai vu, tu l'as vu, le message texte, là. C'est écrit, lu il y a 3 heures. Ça te tentait pas de me faire un petit pouce en l'air, juste me dire que t'es encore en vie. Fait que je trouve ça bien aussi de... Des fois, on oublie qu'un bébé, c'est pas juste un bébé. On pense que c'est un petit adulte, mais en fait, c'est un bébé humain, puis il y a des besoins que nous, on a en tant qu'adultes, qu'on oublie de combler chez nos enfants parce que le fameux enfant bibelot, là, sois beau, tais-toi, puis on nous demande d'être des mamans, d'être actives, tu sais, on manque de temps, tu l'as dit, tu sais, ça nous dérange pas d'être assis dans la chambre de notre enfant. C'est ce qui nous dérange, c'est tout ce qui attend en arrière que tu dis, OK, là, je vais sortir, il va être rendu 10 heures, j'ai du lavage, j'ai tout à faire. Mais tu sais, c'est cette période temporaire-là qu'il faut prendre justement pour, tu sais, prendre un pas de recul pour mieux réavancer par la suite. Fait que je trouve ça très bien la façon que tu l'as expliqué. Merci beaucoup. Puis là, mettons, on jase. Ce soir-là, je n'étais pas disponible ni accessible. Fait qu'au lieu de m'installer au bout du lit de mon enfant et être le fameux porte-avions, analogie que j'adore, que j'ai probablement aussi de voler très bientôt. Et là, au lieu d'être le porte-avions, je me suis transformée en maman dragon et j'ai pogné les nerfs. Bon, là, on sait que si tu pognes les nerfs, ton enfant panique. Fait que, finalement, tu fais juste repousser le bout, il va être capable de s'abandonner paisiblement vers le sommeil, mais qu'est-ce qu'on peut dire? On est humaine, on a des émotions, on a des quotidiens, on a notre vécu. Là, c'est arrivé, là, j'ai pété ma coche. Qu'est-ce que je peux faire pour corriger la situation après coup? Ce qu'il faut, c'est retourner sécuriser l'enfant et surtout reconnaître ce qu'on lui a fait vivre. Ça, c'est la meilleure façon de réparer. Je vais faire le parallèle avec l'adulte, moi aussi. J'adore faire ça, Marie-Pierre. Je fais ça tout le temps, moi aussi. Qu'on se ressemble. Ben, tu sais, t'arrives de travailler, t'es super de bonne humeur, tu rentres dans la maison, ton chum, lui, il est à bout de la vie. Il a géré les enfants, il a géré les crises, il s'est battu avec eux autres, les boîtes à lunch, tatata. Puis là, tu lui dis « Allô, chérie, comment ça va? » Et là, il te saute d'en face. Et c'est toi qui manges toute la merde qu'il vit depuis 4 heures d'après-midi avec les enfants. Et là, tu sens que tu vis un sentiment d'injustice épouvantable. Tu te mets à pleurer, puis là, tu te dis « Ben voyons donc, mais pourquoi tu me parles de même? Moi, j'ai rien fait, je suis arrivée, j'étais de bonne humeur. Ben c'est ça, t'es jamais là, puis t'arrives en retard, puis tatata. » Puis là, tu te fais vraiment sauter dessus, là. Allègrement. Et là, tu pars, tu t'en vas brailler tout seul dans ta chambre. De quoi tu as besoin à ce moment-là? Tu as besoin que l'autre te laisse un temps d'abord pour redescendre, peut-être, mais tu as besoin qu'il revienne réparer en s'excusant, mais surtout en reconnaissant que tu as vécu de l'injustice, que tu n'avais pas d'affaire à subir cette émotion-là parce qu'elle ne t'appartenait pas, puis qu'à l'avenir, il va faire attention pour trouver... En fait, il va essayer de trouver des moyens pour ne plus que ça se répète, cette histoire-là. C'est ça ton besoin. S'il fait juste dire « Hey, je m'excuse, tantôt j'ai pété les plombs », c'est déjà pas pire. Ça va t'apaiser. Mais si ça finit là, ça sera pas assez. Parce que tu vas dire « Ouais, mais c'est quoi, demain, tu vas encore me sauter d'en face quand ça fera pas ton affaire? » Ouais, mais là, j'ai eu une grosse journée, gna, gna, gna. OK, t'es en train de justifier le fait que t'as pété les plombs et que j'ai subi quelque chose qui m'appartenait pas. Fait que c'est ce piège-là dans lequel il faut pas tomber avec l'enfant. On a tendance, puis tu sais, je dis ça, là, puis je lève le flag, je sais que des fois, j'ai tendance à le faire. De dire aux enfants, je m'excuse, tantôt, j'ai pété les plombs, j'ai été impatiente, c'est pas de ta faute. Mais tu sais, j'étais vraiment fatiguée, puis tu sais, c'était pas facile, là, tu me gossais un peu, puis ça faisait plusieurs fois que je te disais d'arrêter, puis wow! Là, je suis en train de me déresponsabiliser, puis je suis en train de me justifier. Fait que l'enfant, il a juste besoin que tu lui dises, tantôt, j'ai crié. Ça t'a fait peur, hein? Et de laisser l'enfant nommer comment il s'est senti. Il faut lui laisser cet espace-là. Il y a beaucoup d'enfants qui vont juste pas parler. Ils vont faire comme, là, ils sont frus contre toi. T'es fâché, hein? Hey, je comprends.
Je me mets à ta place, là, c'est vrai que c'était injuste. Tu n'avais pas à subir ça. C'était pas, ça t'appartenait pas. J'étais vraiment impatiente puis ça t'appartenait pas. Tu as le droit d'être fâché, mon cœur. Veux-tu que je reste avec toi? T'as-tu besoin d'aide? Veux-tu un câlin? Non! C'est correct, hein? Je comprends. Fait que je vais retourner dans la cuisine puis tantôt, je reviendrai vers toi. Puis si tu as besoin de moi, tu peux venir vers moi. Et c'est aux parents à revenir vers l'enfant, là. Et à accepter que ça se pourrait que ça soit désorganisé pendant un moment. Parce qu'à chaque fois, plus l'enfant est petit, à chaque fois que tu cries, tu actives ses amygdales cérébrales. Et ces amygdales cérébrales, ils détectent le danger. Puis eux autres, ils deviennent hyper vigilantes. Quand tu cries souvent, à répétition, tu es dans une période de ta vie où c'est plus difficile, puis ça donne que tu pètes les plombs peut-être un soir sur deux, l'enfant, il devient hyper vigilant, puis ses amygdales cérébrales, elles deviennent surchargées. Donc, ça prend un petit moment avant qu'elle se calme, Madame Amygdale. Madame Amygdale, c'est comme si elle avait un trouble anxieux. Fait qu'elle a besoin de beaucoup de réconfort, puis elle a besoin d'être très accompagnée puis accueillie pour que ça redescende, puis qu'à un moment donné, elle se dise, OK, il n'y a pas de danger autour de moi, je suis en sécurité. Donc, en d'autres mots, ce que ça veut dire, c'est que l'enfant va probablement exploser pendant plusieurs jours. Ça se pourrait que le 48 heures après que tu aies pété ta coche, l'enfant, il en pète des coches, qui vivent des crises, qui s'opposent, qui protestent. T'es comme, voyons, tu peux me dire que c'est qu'il y a, ça allait bien, nous autres, là, on était en vacances, là, comment ça se fait que là? Ben, c'est peut-être parce que tu as pété les plombs hier soir ou avant-hier, puis là, il est encore surchargé, petit coco, puis il faut que ça redescende. Puis si en plus, il y a eu d'autres stress dans le bidon, j'aime bien utiliser l'analogie du bidon de stress de Sonia Lupien. Tu sais, le bidon, là, à un moment donné, quand il est plein, ben ça explose. Fait ajoute à ça nouveau frère, nouvelle sœur qui vient d'arriver, ou le fait que, justement, à la garderie, ça a été plus difficile, il y a eu un petit rhume, Ajoute tous ces stress-là. Toi, le fait que tu as crié, c'est too much. Et là, il faut que les amygdales cérébrales se calment, mais qu'il n'y ait plus de stress qui s'ajoute dans le bidon. Mais il y a des affaires qui vont s'ajouter malgré toi, tu sais, que tu le veuilles ou non. Alors, ça peut prendre quelques jours, des fois, à l'enfant à revenir de ça. Fait que ça, c'est notre responsabilité comme parents, d'accepter puis de se dire, oh, OK, c'est plus difficile, c'est de ma faute. Fait que je vais assumer, puis je vais accueillir puis accompagner ses émotions, puis je vais essayer de faire en sorte que ça n'arrive plus, tu sais. Mais ça va encore arriver peut-être, là. Tapez-vous pas sa tête, là. Il n'y a rien de grave là-dedans. L'important, c'est être là, sécuriser l'enfant. Faut pas que tu tombes en mode, OK, je vais discipliner encore plus parce que là, ça fait 2 jours qu'il me fait suer. Et il me semble qu'il l'a vu que hier, j'étais un peu impatiente. Là, je lui ai dit, là, j'ai crié assez fort, je me suis excusée, mais là, à un moment donné, il va falloir qu'il revienne. Non, ça va juste être pire. C'est sûr, ça va être pire. Que tu disais, un soir sur deux, mettons, tu manques de patience. Si ça prend parfois 48 heures à Madame Amygdale à se calmer, tu fais rien que mettre de l'huile dans le bidon. En fait, tu mets même l'allumette dans le bidon. Ces amygdales-là, est-ce que c'est en fonction du stade de développement de l'enfant ou ça a aussi rapport avec le tempérament, la personnalité de l'enfant? Y a-tu des enfants qui sont, j'aime pas le mot, mais plus téflon à ces situations-là? Oui, les deux. Tes deux hypothèses sont super bonnes. Un, il y a une question de maturité cérébrale. Donc, les amygdales cérébrales vont continuer à maturer plus l'enfant va grandir, mais surtout, son cortex préfrontal va se développer. Donc, c'est là que la connexion et le développement ce qu'on appelle les axones vont venir se lier entre le cortex préfrontal puis les amygdales cérébrales. Donc, le cortex préfrontal, c'est ça qui permet à l'enfant de rationaliser, de réfléchir, de trouver des solutions, puis de venir calmer Madame Amygdale puis de dire, OK, il n'y a pas de danger, là, ma mère est un peu à bout, mais c'est correct, elle m'aime pareil, puis tout va être correct. Tu sais, moi, mes enfants, à l'âge qu'ils sont rendus, ton coco à l'âge qui est rendu, tu pètes les plombs un soir, ça fera pas son affaire, mais il fait comme, garde, ma mère m'aime encore, il n'y a pas de danger, Madame Amygdale, tu peux retourner te coucher, tu sais. Mais les plus petits sont pas capables de faire ça. Fait qu'effectivement, qu'il y a une différence entre un enfant de 2 ans et un enfant de 6 ans. Fait qu'il y a une question de développement cérébral, puis après ça, il y a une question de maturité affective, de maturité émotionnelle, à quel point cet enfant-là est accompagné. Y en a-tu des ressources pour gérer le stress, gérer la peur, parce que c'est du stress, c'est ça que tu génères chez ton enfant quand tu cries. Est-ce qu'il y en a des ressources, tu sais, s'il n'a jamais vraiment été accompagné quand il vit du stress, quand il vit des grandes émotions, puis qu'on lui a toujours dit arrête de pleurer puis arrange-toi tout seul, bien, c'est sûr que Coco, il n'a pas une super grande maturité émotionnelle et affective. Mais si, depuis qu'il est né, on le réconforte, quand il pleure, on l'a dans les bras, cet enfant-là, il est sécurisé puis il est plein de ressources, bien, tu vas péter les plombs un soir. C'est pas dramatique pour son développement, tu sais. Il y en a des ressources internes quand même, cet enfant-là. Plus il va être vieux, plus il va avoir des ressources parce que tu vas lui avoir enseigné qu'en situation de stress, il existe une ressource numéro 1 qui est « moi,
papa, maman, éducateur, éducatrice, grand-maman, grand-papa, tu peux te tourner vers moi, puis je vais être là pour te sécuriser, puis apaiser ta madame amygdale. Il y a moyen de la calmer, mais il faut que l'enfant le sache, ça, que ça existe. C'est pas à 2 ans que ça arrive, là. Plus 5, 6, 7 ans en montant. Puis oui, il y a une question de tempérament, c'est bien évident. Un enfant qui est plus insécure de nature. Tu sais, il y a des enfants plus stressés, plus anxieux. Eux, madame amygdale, elle capote à pas grand-chose. Là. Tu sais, tu me déposes à la garderie le matin, je suis séparée de toi. Ah, madame amygdale, elle se dit, il y a du danger ici. Tu sais. Alors, c'est sûr que ces enfants-là, ils réagissent encore plus intensément à toute forme de stress. Donc, quand tu cries, tu pognes les nerfs, c'est insécurisant, c'est du stress. C'est sûr qu'ils vont réagir plus, tu sais. Fait que s'il y a des parents qui se reconnaissent aujourd'hui, là, j'ai envie de vous dire, tapez-vous pas trop sur la tête, ça donnera pas grand-chose, mais cette culpabilité-là qui est peut-être générée par ce qu'on dit, faites-en quelque chose. C'est pas grave de se sentir coupable, c'est pas grave de se rendre compte qu'on s'est trompé, c'est pas grave de se dire « Oh my God, j'aurais aimé ça savoir ça avant ». Tu peux pas t'en vouloir pour quelque chose que tu savais pas, on part avec ça. Puis prends ta culpabilité puis fais quelque chose avec. Fait qu'engage-toi à faire mieux, c'est tout. Puis c'est ça que l'enfant a besoin d'entendre. Je m'engage à faire mieux. C'est pas de ta faute. J'ai crié, c'est pas de ta faute. Et voici ce que je m'engage à faire maintenant à l'avenir. Je m'engage à sortir maintenant avant de crier. Ça va peut-être m'arriver encore, puis j'espère que non. Je vais tout faire pour sortir avant de crier, tu sais. Ou présentement, maman va pas bien, maman est peut-être en dépression, maman a peut-être perdu son travail, maman est peut-être stressée pour plein d'affaires. C'est pas de ta faute à toi. Mais des fois, les enfants sont pas fous, hein. Ils voient qu'il se passe quelque chose aussi, hein. Fait qu'on peut lui expliquer avec des mots d'enfant. Présentement, maman vit des grosses affaires à son travail. Ça la préoccupe beaucoup. Puis, je parle au « elle », là, mais j'aime bien parler au « je » aux enfants. Donc, présentement, je vis des grosses affaires, puis ça me préoccupe, puis ça me stresse, puis ça me fait pogner les nerfs. Fait que je m'engage à trouver des ressources. Tu sais, là, j'ai un psychologue, puis une psychologue, tu sais quoi? C'est quelqu'un qui m'aide quand ça va pas bien pour moi. Fait que je vais aller prendre un rendez-vous avec elle, puis ça va sûrement me faire du bien. Ou je vais aller courir un petit peu, puis je m'engage maintenant à courir 1 soir par semaine, 2 soirs par semaine, ça va me faire du bien. L'enfant a besoin de sentir que tu es en action pour essayer, que ça aille mieux, tu sais. Place-toi dans une posture d'adulte. C'est la même affaire. Si ton chum, il crie après toi ou ta blonde crie après toi chaque jour de ta vie, puis qu'un soir où il ou elle vient s'excuser, bien, à un moment donné, tu vas dire, OK, c'est bien beau, mais arrête de t'excuser et fais quelque chose avec ça, tu sais. Fait que ça va te faire du bien qu'ils disent, ben je me suis inscrit au gym, là, puis on va essayer ça. Faut que je trouve une façon de canaliser mon énergie. Parfait. Merci, chérie. Ça me réconforte ce que tu me dis, tu sais. C'est le même principe. On a toujours tendance à vouloir être plus empathique à quelqu'un qui est en mode solution, qui fait juste s'excuser, puis que toi, tu fais juste ramasser les pots cassés, là, tu sais, je veux dire, moi, j'appelle ça être un punching bag à émotion, là. Une fois de temps en temps, ça me dérange pas d'être ton punching bag, mais tous les jours, je commence à être un peu maganée. J'aimerais ça qu'on parle un peu, là, on en a parlé là, du, comment t'appelles ça, le timing out, ou je sais plus trop comment t'appelles ça, là, mais le retrait, les le time out. Le time out. Ouais. Le time out, oui, j'aurais dû y penser que c'était le time out. Mais je vais commencer par le tableau d'émulation, tu sais, il y a un courant là, qui dit là, que avec nos enfants, puis je le crois sincèrement, qu'il faut aller chercher la motivation intrinsèque, en ce sens qu'il faut faire comprendre à l'enfant ce qu'il a à gagner pour lui-même, par lui-même, à collaborer dans le sens du parent. Mais là, moi, ma question, parce que dans la philosophie Beden-Urbaine, on parle de système de motivation, là, soit via des récompenses, des privilèges, la façon dont l'enfant est réceptif à recevoir ce plus-value-là, à collaborer avec le parent. Donc, nous, ça fait partie prenante. Je le rappelle, je fais du 0-5 ans. Bon, souvent, on va plus vers entre 2-5 ans, là, dépendamment de la compréhension de l'enfant et du système qu'on a mis en place. Mais moi, je me pose la question parce que, tu sais, moi, j'aimerais ça avoir une phrase magique qui ferait comprendre à un enfant de 2 à 5 ans à quel point c'est important pour lui de bien dormir. Puis à quel point il a tout intérêt pour avoir des parents vraiment heureux à s'abandonner dans les bras de Morphée le plus rapidement possible et de façon la plus autonome possible pour que le parent puisse vaquer à ses activités. Mais moi, dans ma tête, ça ne fonctionne pas, du moins avec un enfant d'âge préscolaire. Fait qu'est-ce que tu penses de toi, la motivation intrinsèque 0-5 ans? Est-ce que c'est un concept on a peut-être tout intérêt à l'intégrer le plus rapidement possible dans la vie de l'enfant, mais est-ce que c'est réaliste? C'est très réaliste dans la mesure où notre boulot, c'est d'identifier, de décoder le besoin de l'enfant. Je reviens encore à ça. Yeah. Si tu arrives à identifier c'est quoi le besoin, pourquoi mon enfant s'endort pas, pourquoi mon enfant refuse que je sorte de la chambre. Tu sais, un enfant qui se réveille la nuit parce qu'il fait des cauchemars, Colin, quand même je te sors un système d'émulation, tu vas continuer à te réveiller la nuit puis je vais encore avoir besoin de toi, tu sais. Si à l'endormissement, je suis dans une période où je suis un petit peu plus insécurisée, j'ai besoin de mon parent, j'ai besoin de proximité physique, j'ai besoin de connexion,
j'ai besoin de réassurance. Même si tu me sors un petit tableau, ça fonctionnera pas non plus. C'est de placer l'enfant en mode échec, tu sais. Fait que ce qu'on souhaite, oui, c'est favoriser cette motivation intrinsèque. Là, maintenant, est-ce qu'on est à responsabiliser? Parce que c'est un peu ça, quand on parle de motivation intrinsèque, c'est d'amener l'enfant à se responsabiliser. Fait que je suis un peu d'accord avec toi qu'avec un tout petit, c'est plus ou moins réaliste. Mais avant de le responsabiliser, il faut d'abord qu'il se sente en confiance. Il faut qu'il soit sécurisé. Donc, si je ne suis pas sécurisée, je ne pourrai jamais me responsabiliser. Ça va être extrêmement difficile. Tu sais, si moi, je commence un nouveau travail, puis que j'arrive, exemple, à la clinique, puis ici, puis je suis toute seule. Puis là, on me dit, ben arrange-toi. Ben oui, c'est parce que j'ai jamais eu de formation, il n'y a personne ne me dit comment ça marche, je ne sais même pas c'est où les toilettes. Je suis insécurisée pas à peu près. Est-ce que je vais réussir à être pleinement autonome puis pleinement responsable dans mon travail? Probablement pas. Fait que mon besoin, ça va être d'être sécurisé. Je vais faire une coupe d'appels puis je vais dire, là, venez m'aider, venez ici, là, je suis pas bien, là, j'ai besoin qu'on m'accompagne. Fait que c'est la même chose pour l'enfant. Fait que de mettre en place un système de récompense, ben, mettons là, que je vous parle des données probantes. Ce qu'on dit présentement en lien avec les systèmes de renforcement, puis les tableaux, puis toutes ces affaires-là. Moi, c'est quelque chose qu'on m'enseignait à l'université. C'était l'approche behaviorale. Donc, tu sais, le système de récompense, la petite carotte, bon. Alors, c'était ça. Mais maintenant, on se rend compte effectivement qu'à long terme, ça favorise pas cette motivation intrinsèque chez l'enfant. Donc, l'enfant s'attend à avoir constamment une petite carotte, un petit nanane au bout quand il fait quelque chose qui répond aux attentes de l'adulte. Pas qui répond à un comportement adéquat ou qui répond à mes besoins, parce que, tu sais, c'est un peu ça quand tu dis, il va falloir qu'il comprenne que c'est une bonne affaire pour lui de dormir. Mais dans le fond, ce que tu veux, c'est qu'il réponde à son besoin, parce qu'on le sait que c'est important qu'il dorme. C'est comme je te dis, ben il faudrait bien que tu manges, parce que je le sais que c'est important pour toi. Je peux pas te le mettre de force, le brocoli dans la bouche. Fait que si je continue à être dans un système de récompense, ben tu vas finir par mettre le brocoli dans ta bouche pour me faire plaisir. Mais ça veut pas dire que tu vas aimer ça, le brocoli, même que tu risques d'en développer une aversion. C'est la même affaire pour le sommeil. Si j'y vais avec un système de récompense et qu'un soir, pour X raison, tu as besoin que ton parent reste près de toi, tu hurles un peu, tu es en train de manifester un besoin, on y répond pas, puis on dit, ben, tu n'auras pas ta petite gommette sur ton tableau, Coco, ou tu n'auras pas ta petite récompense demain matin. Je t'avais dit que on ferait des crêpes ensemble demain matin, mais on n'en fera pas, là, parce que tu t'endors pas. Bien là, on vient de mettre Coco en mode échec, et Coco n'a toujours pas réponse à son besoin. Donc là, il est en train de vivre un sentiment d'injustice. Il risque d'être encore plus fâché contre toi. Et le lendemain, toi, peut-être que tu penses que ça va fonctionner. Tu vas dire, hey, là, mais encore le menacer avec les crêpes, là, ça va peut-être bien aller. Peut-être. Il y a des enfants qui vont très bien répondre à ça, mais il y en a d'autres que ça va être pire. Tu viens de jeter de l'huile sur le feu. Tu parlais de l'allumette dans le bidon d'essence. C'est ça que peut-être que tu viens de faire. C'est-à-dire que l'enfant va développer une aversion vis-à-vis de la routine de sommeil. Donc, quand tu vas lui dire, c'est l'heure du dodo, Coco, à tabac, il va tout faire pour ne pas y aller. Parce que ça va être un moment extrêmement désagréable. J'ai besoin que mon parent soit là, puis il ne restera pas. Donc, et peut-être même que je vais vivre un échec parce que je n'aurai pas ma petite gommette sur mon petit tableau. Fait que, tu sais, mettons que je reviens à base, là, est-ce que je suis contre les systèmes de récompense et d'émulation? Non, pas à 100%. C'est comme tout est dans tout, là. Je veux dire, il y a toujours des nuances à apporter. Ça peut fonctionner, mais à très court terme. Fait qu'il ne faut pas que tu te dises, le but de mon système de récompense, c'est d'amener mon enfant à se responsabiliser. C'est pas vers ça que ça va l'amener. Ça va l'amener à le faire pour te faire plaisir. Mais ça se pourrait que ça l'amène à développer une bonne habitude. Exemple, faire sa routine du matin. Ça fait 3-4 semaines qu'on a notre système de récompense. Ça fonctionne bien. Ben après 3-4 semaines, ça se pourrait que notre routine soit suffisamment bien implantée pour que Coco continue de la faire. Puis là, tu fais, gardons ça. Mon système a fonctionné. Mais ça ne fonctionnera jamais vraiment plus que ça, 3-4 semaines. Parce que l'humain est fait comme ça. Si tu regardes les adultes, c'est la même affaire. Si ton boss te dit, hey, m'a te donné un pourcentage, je sais pas quoi, une redevance sur chaque affaire que tu vas faire de correct. Ou mettons, il dit, je veux que quelqu'un lave les toilettes, personne ne veut laver les toilettes ici. M'a amené dîner la personne qui lave les toilettes à tous les jours. Bon, mais c'est parfait. Fait qu'au début, tu es super motivé. Tu dis, yeah, c'est cool, mon boss me paye à dîner. Mais là, quand ça fait 3-4 semaines que c'est juste toi qui se tape les toilettes, là, à un moment donné, tu vas dire, regarde, tant pis, m'emmener ma boîte à lunch, je suis un peu écœuré de le faire, tu sais. Fait que c'est la même affaire pour les enfants. Ça fonctionne à très court terme. Fait que ça peut pas être juste ça, ton moyen. S'il y a un besoin à répondre en dessous de ça,
ben tu te tires dans le pied. Ça ne fonctionnera pas. L'enfant, lui, il va toujours chercher à faire répondre à son besoin affectif, tout le temps. Fait que, tu sais, quand c'est en lien avec le sommeil, quand c'est en lien avec l'alimentation, quand c'est en lien avec la propreté, c'est aussi, là, c'est beaucoup ce qu'on nous enseignait à l'université, là. Tu veux mettre l'enfant propre, tu lui mets un petit système de récompense, mais c'est le même principe. Ça aussi, on se rend compte que ça fonctionne plus ou moins. Parce que là, les parents, ils reviennent en consultation puis ils nous disent « Hey, mon enfant, il vit une régression, je comprends pas. » Ah, ben on avait mis un petit système de récompense. Ben regardons ça. Là, il n'y a plus de Smarties, ça ne tente plus d'aller sur le pot, tu sais. Fait que je suis pas contre, mais je suis pas pour non plus. Tu sais, ce que j'ai envie de vous dire, mettons, le mot d'ordre, ça serait avec parcimonie et en vous assurant de répondre aux besoins de l'enfant. Tu sais, fait que si pour toi, c'est un moyen qui fonctionne, le système de renforcement, tu pourrais miser, par exemple, sur la routine du dodo. Tu pourrais dire, ben écoute, si tu prends ton bain sans faire de chichi, on va avoir une récompense qui est une histoire de plus. Tu sais, ça aussi, c'est l'autre affaire. Quand vous faites des systèmes de renforcement, si c'est quelque chose qui fonctionne bien pour vous puis vous aimez, ben misez plus sur du temps de qualité plutôt que sur des récompenses monétaires. Tu sais, je vais te donner des sous, je vais t'amener manger une crème glacée, je vais te donner un Smarties. C'est pas super. Tu sais, c'est bien mieux de miser sur du temps partagé, sur du temps de connexion. Là, c'est gagnant-gagnant. Fait que c'est un peu ça, mon opinion sur le sujet. Je t'écoutais parler attentivement parce que c'est quand même un sujet qui revient souvent. Puis c'est drôle, moi, sans le savoir, je l'ai défendu un peu comme toi, de dire, c'est sûr que tu peux pas juste bâtir ton approche sommeil sur un système de récompense. C'est un peu comme les 5 langages de l'amour. Les cadeaux en font partie, mais tu peux pas juste donner des cadeaux à ton enfant puis penser que lui se sent aimé avec des présents monétaires ou en tout cas quelque chose de tangible. Fait que moi, ce que j'aime dans ton approche, c'est que encore une fois, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec le noir ou blanc. Fait que j'aime bien le gris que tu apportes dans la nuance de c'est peut-être que ça fonctionne, c'est temporaire, peut-être que ça fonctionnera pas aussi, mais aussi de ramener le parent à dire tu peux pas juste promettre des Smarties. Il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes dans ce que ton enfant a besoin, dans ta routine, etc. Fait que c'est comme finalement, c'est un outil qui doit être juxtaposé à un plan de match beaucoup plus élaboré qu'un simple système d'émulation. Puis là, ma dernière question concernant ça, ça serait le fameux timing out, hein? Le timing out. Un an, 1 minute, 2 ans, 2 minutes, un endroit. Moi, je me souviens d'avoir visité quand même souvent la cage d'escalier, parce que les parents disaient il n'y a absolument rien à faire dans une cage d'escalier. C'est sûr qu'elle réfléchit à ce qu'elle vient de faire. Donc, si ça, c'est out, dépassé, ben, premièrement, brièvement pourquoi on ne devrait plus faire ça ou pourquoi c'est plus nécessairement une approche qui est si efficace que ça. Puis comment on fait dans ce cas-là pour corriger, j'ai le goût de te dire, ou du moins amener l'enfant à comprendre l'erreur qui vient de se produire, parce que des fois, j'imagine que les enfants se rendent même pas compte pourquoi on les chicane, parce que eux, de leur vision à eux, ce qu'ils viennent de faire, c'est pas si catastrophique que ça. Donc, ce serait ma question à 2 volets. C'est une grande question, Marie-Pierre. Il y a beaucoup de choses à dire sur le time-out, puis j'en parle, là, le time-out, je dis ça, mais c'est en France qu'ils disent time-out, nous autres, on dit le coin retrait. J'en parle beaucoup dans mon livre « Soyez l'expert de votre tout-petit », comme tu le sais. Tu sais, dans le fond, il faut partir encore une fois de l'approche développementale. Donc, mon coco, qui est âgé de 3, 4, 5 ans, 6 ans même, n'a pas la maturité de réfléchir seul dans une cage d'escalier. Il n'est pas là encore. Son cortex préfrontal, comme on a dit plus tôt, n'est pas suffisamment développé. Donc, de dire, je vais aller m'asseoir dans une cage d'escalier puis je vais faire de l'introspection à me dire « Ah ouais, pourquoi maman était fâchée plus tôt? Probablement que j'ai eu un comportement inadéquat. » C'est sûr qu'on s'en va pas là. C'est bien évident. Il y a des adultes qui sont pas capables. Et voilà! Tu viens de dire exactement ce que j'allais dire. Il y a une question de maturation cérébrale puis de maturation affective. Puis l'autre affaire, c'est que souvent, quand tu places ton enfant en retrait, c'est parce qu'il vit quelque chose qui est émotif. Tu lui as demandé de faire quelque chose, il ne l'a pas fait, il s'est fâché, tu l'envoies en retrait. Il a donné une baffe en arrière de la tête de son frère parce qu'il était fâché, parce qu'il y avait volé un jouet, tu le mets en retrait. Donc, ton enfant, il est envahi par une émotion. Moi, j'aime bien parler d'étage un peu quand je parle du cerveau. Fait que c'est comme s'il était coincé au 2e étage du cerveau. Le 3e étant le cortex préfrontal qui me permet de réfléchir. Donc, mon enfant, là, s'il est au 2e étage puis qui est envahi par une émotion, c'est comme s'il y avait le feu entre le 2e et le 3e étage. L'escalier pour se rendre au 3e est complètement bloqué.
Donc, toi, là, si tu l'amènes dans la cage d'escalier puis tu lui dis « Réfléchis à ton comportement », tu lui demandes de s'en aller au 3e étage. Mais il peut pas y aller. Il y a le feu entre les deux. Fait que ta job, c'est d'aller le rejoindre au 2e étage pour lui montrer c'est quoi la sortie de secours pour se rendre au 3e. Donc, en d'autres mots, il faut que tu l'accueilles et que tu l'accompagnes dans son émotion pour qu'il puisse se calmer et s'apaiser. Madame Amidal, il faut qu'elle se calme les nerfs, on se rappelle. Donc, si mon enfant est apaisé, pas un enfant de 2 ans, bien évidemment, mais déjà un enfant de 4, 5, 6 ans, on va pouvoir commencer à réfléchir avec lui une fois qu'il est apaisé. Il faut qu'il s'en aille au 3e étage, pas quand il est au 2e. Une fois qu'il est apaisé, tu peux réfléchir avec lui à son comportement. Mais on ne regarde pas en arrière, on regarde en avant. Tantôt, tu as donné un coup de pied à ton frère, hein? Bon, tu étais fâché. Qu'est-ce qu'on peut faire la prochaine fois quand on est fâché? C'est quoi tes moyens? Puis ce que tu veux, on parle de motivation intrinsèque, ce que tu veux, c'est amener tranquillement l'enfant à se responsabiliser. Donc, à trouver ses moyens par lui-même. Bien, je pourrais aller te voir. Oui, très bonne solution. Tu pourrais venir me voir. Parfait, on se dit ça. La prochaine fois, tu viens me voir. L'enfant, il ne fera pas la prochaine fois. Je vous le dis, il ne le fera pas. Il va encore donner une taloche en arrière de la tête de son frère. Puis c'est là que tu vas dire, Mélanie Bilodeau a dit de la merde, ça marche pas, ce qu'elle dit, ça marche pas. Mais oui, il faut que tu fasses confiance au processus. Tu es en train... Excusez-moi, c'est parce que là, faut que je vous dise, nous, nos caméras, vous ne nous voyez pas, chers auditeurs, mais nous, on se voit. Puis ça fait plusieurs fois que je crois en rire et mon non-verbal déconcentre Mélanie. Je suis vraiment désolée, mais c'est parce que c'est trop bon ce que tu fais. J'adore ça. Donc, continue, excuse-moi de te déconcentrer avec... Mais non, tu ne me déconcentres pas, j'adore ça, t'es bon public. Oui. Mais c'est ça, fait qu'à ce moment-là, tu vas douter du processus parce que tu dis, ça fonctionne pas, il répète encore le comportement. Il le répète parce qu'il n'a pas encore la maturité cérébrale d'inhiber un comportement. Donc, ça veut dire, quand il est pris au 2e étage, de se dire, quelle serait ma solution pour ne pas tabocher mon frère? Ah, peut-être que je pourrais aller voir maman. Oh, oui. Il n'est pas capable de faire ça. Donc, il va réagir, il va taper, il va lancer un objet. Il va mordre, il va crier, il va se désorganiser. C'est là qu'il a besoin de ton accompagnement pour tranquillement lui enseigner des moyens d'autorégulation puis lui enseigner qu'il y a possibilité de se rendre au 3e étage. Mais comme tu l'as si bien dit, Marie-Pierre, il y a même des adultes qui n'arrivent pas à le faire parce qu'on ne leur a jamais enseigné. Tu sais, si toi-même, tu as grandi dans un climat où personne t'enseignait à gérer tes émotions puis qu'on disait « Va-t'en dans ta chambre, va réfléchir », ça se pourrait que tu n'en aies pas beaucoup des ressources dans ton coffre à outils toi-même pour gérer tes émotions. Fait que quand tu es fâché, il se passe quoi? Tu pètes les plombs. Tu es émotif, tu lances des affaires, tu grognes un peu, tu lèves le ton. Ça, c'est parce que tu es coincé au 2e étage. Fait que si tu parles à ton chum ou à ta blonde qui est émotif, on reprend l'exemple qu'on donnait un petit peu plus tôt, tu arrives de travailler, ton chum te pète une coche. Si tu lui dis « Chérie d'amour, je te demanderais d'aller dans la chambre réfléchir, s'il te plaît. Réfléchis à ton comportement. Je considère que la façon dont tu me parles, c'est vraiment pas adéquat. Va réfléchir et trouve-moi une solution. » Et tabarnouche, je te garantis qu'il y a quelque chose qui va revoler, là. Que tu sois violent ou pas, il y a quelque chose qui va revoler. C'est sûr. Moi, si tu me parles de même, c'est sûr que je vais faire « Hey! » Je la trouverai pas drôle, comprends-tu? Ce que j'ai besoin, c'est que tu viennes me rejoindre au 2e étage. Amène-moi pas au 3e. Je suis pas là. Même moi, comme adulte, si je suis coincée au 2e étage, j'ai besoin que tu viennes me rejoindre. Que tu me dises, hey boy, grosse journée, chérie. Oh, c'est l'enfer, les enfants font juste gueuler, je t'aboute. Hey, je comprends. Ouf. Hey, je comprends. Grosse journée. Je peux-tu faire de quoi pour t'aider? Non, c'est moi patience. Pas de problème. Je comprends, babe. Je comprends. Regarde. Laisse-moi m'en aller très loin, c'est parfait. Je reste disponible si tu veux me parler, mais pour le moment, je vais vaquer à mes occupations, merci. OK? C'est ça! Mais l'enfant, c'est la même affaire. Bien, en fait, ce que je comprends, c'est que l'adulte aussi, là, quand on pogne les nerfs comme ça, c'est juste on est nous aussi au 2e étage en feu. C'est juste que, idéalement, on a eu des outils pour être capable de relier plus facilement le 3e étage. C'est ce que je comprends. Que oui. Il n'a pas la capacité de faire. Puis c'est normal de répéter plusieurs fois le message avant que la sortie de secours devienne le chemin naturel à emprunter. Exactement. Mais même nous, comme adultes, à 30, 40 ans, des fois, on a besoin de sortir dehors, respirer pour essayer de la retrouver, la sortie de secours, parce qu'on la trouve plus.
Puis là, à un moment donné, on se calme un peu, on respire, on retourne au 3e étage. On réussit en fait à monter, puis on se dit, OK, attends une minute, là, c'est pas de sa faute, il y a juste 3 ans. Gère-toi, t'es un adulte, respire, rentre dans la maison. OK, respire, non, respire encore parce que t'es encore un peu émotif. Tu sais, ça, c'est ton cortex préfrontal qui te parle. Puis finalement, ce que je comprends, avant de mettre un enfant en retrait, ce serait important de mettre le premier répondant peut-être en retrait, voir comment on va analyser la situation. Oh là là, beau revirement de situation. Question en rafale, ma chère Mélanie, parce que le temps avance, puis je veux pas... je sais que tu es une femme très occupée, donc on va te laisser vaquer à tes autres occupations. Mais moi, dans mon verbatim Belen urbaine, je dis vraiment très souvent, on ne veut pas tirer sur une plante pour la faire grandir plus vite. Quand les parents ont des demandes sommeil qui, selon le stade de développement, ça ne fonctionne pas du tout. Toi, la phrase que tu répètes le plus souvent, et là, tu nous as fait plein de belles analogies, le porte-avions, les planchers en feu, etc. Mais mettons une phrase là, qui ces temps-ci, toi, tu répètes vraiment souvent ça, soit dans ta pratique ou avec ton équipe, mais une phrase fétiche à la Mélanie Bilodeau que je pourrais te voler, mais je te donne toujours les crédits, sache. Je t'emprunte ton contenu, mais je te vole rien, je te le promets. Écoute, quand c'est du bon contenu, ça se doit d'être partagé. Mais ce que je dis le plus souvent, c'est fort probablement fais confiance au processus. Et je dis ça depuis des années. Je finis presque toutes mes formations en disant ça. Fais confiance au processus. Parce que la petite enfance, c'est un moment où tu sèmes beaucoup, 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 mais tu récoltes pas beaucoup. Et à chaque saison, tu te dis, maudit que la récolte est mauvaise cette année. Et tu finis par te dire que tu n'as pas planté de la bonne graine. Et là, tu te remets en question, puis tu te dis, bon, peut-être que c'est de la merde, ces affaires-là. La parentalité sécurisante, ça vaut ce que ça vaut. Mon enfant est effronté, il s'oppose, il fait encore des crises, il me fait honte en public. Non, ça marche pas pantoute. Fais confiance au processus. Ça veut dire fais confiance à, la maturation cérébrale de ton enfant. Fais confiance à son développement. Fais confiance au fait que tu es en train de lui enseigner des stratégies d'autorégulation qui sont positives. Fais confiance au processus d'accueil et d'accompagnement de l'enfant au quotidien. C'est pas tout de suite que tu vas récolter. Mais déjà à l'âge de 7, 8 ans, 9 ans, tu commences à voir le fruit de ce que tu as semé. Ça se passe pas toujours à la maison, mais ça va se passer à l'école. Quand les enseignants te disent à maternelle, première année, « Ah, ton enfant, on l'aime assez, on en prendrait 32 comme lui. »« Ah non, mais tu comprends pas. Il résout les conflits. Il dit à ses amis, « Oui, mais peut-être que ça t'a mis en colère qu'ils te disent ça. » T'es comme « Wow! » Ça, c'est toi qui as fait ça comme parent, là. Il n'a pas appris ça tout seul, cet enfant-là, là. Il a appris ça à la maison. Ça, c'est toi qui as fait ça. Quand il va amener des petits amis à la maison dans une fête d'amis, puis qu'il va dire « Oh non, chez nous, on se parle pas comme ça. C'est pas respectueux. » Et wow! Alors que la minute que tu as le dos tourné, il t'envoie promener. Mais la job, c'est fait, comprends-tu? Et tranquillement, ton enfant va généraliser tous ces beaux apprentissages-là partout dans sa vie. Et moi, je peux vous dire, en toute humilité, puis c'est pas parce que je suis meilleure qu'une autre, vraiment pas, je dirais que c'est plutôt le contraire, mais avec cette grande fille-là qui va avoir 20 ans cet été, ma grande fille, ça a été mon brouillon, c'est ce que je dis à tout le monde. Toutes mes erreurs, je les ai faites avec elle. Tout ce qu'il ne faut pas faire en parentalité, je l'ai fait avec elle. Tout ce que je dis aux parents, tape-toi pas sa tête, t'as fait ça, t'as fait un 5, 10, 15, tu l'as laissé pleurer, elle a fini par s'étouffer en braillant au bout de ses pleurs, t'as tenu la poignée de la porte qu'elle reste dans sa chambre. Tout ça, j'ai tout fait ça avec elle pour me rendre compte que ça fonctionnait pas, puis me rendre compte que ma sensibilité parentale était drôlement ébranlée et finalement me remettre en question puis me dire, je suis peut-être à côté de mes bottines, peut-être que c'est d'autres choses qu'il faudrait faire. Bref, tout ça pour dire que cet enfant-là, aujourd'hui, même si j'ai tout fait un peu de croche, est un peu insécure, des fois, c'est barre. Fait que je me dis, bon, c'est peut-être un peu de ma faute sur certaines affaires, mais somme toute, c'est un être humain qui est extrêmement empathique, extrêmement sensible aux autres et extrêmement respectueuse d'elle et des autres. Et c'est ça qu'on veut construire avec nos enfants. Fait qu'on ne sera pas parfait, on va en faire plein d'erreurs. Puis c'est pas grave si tu as entendu des affaires aujourd'hui que tu dis, OK, ça y est, j'ai tout fait tout faux, puis j'ai scrappé mes enfants. Non, il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard. L'important, c'est pas être parfait, c'est de les sécuriser. Fait que tu peux pas être un parent parfaitement bienveillant tout le temps, mais tu peux être un parent parfaitement sécurisant. C'est juste de ça que les enfants ont besoin. Un parent suffisamment sécurisant, t'as dit? Ça, j'adore ça. Ouais. Ça fait un peu penser à la mère suffisamment bonne de Donald Winnicott. Ouais.
je t'écoute parler parce que, tu sais, moi, la petite enfance, ça fait un petit bout que j'ai passé par là, puis c'est drôle parce que la petite enfance, moi, je me souviens qu'on a eu nos défis, tu sais, en plus, je me séparais, tu sais, Jacob, monoparental et tout ça. Primaire, écoute, moi, Jacob Olivier, c'était smooth like butter. On était en croisière sur Disneyland. Et là est arrivée l'adolescence. Et là, c'est drôle parce que moi, ta phrase, elle me percute. J'ai un enfant de 14 ans, bientôt 15. Fais confiance au processus. À chaque fois que j'ouvre la bouche, j'ai l'impression qu'il roule les yeux, qu'ils disent, ah, mon Dieu, elle a oublié, c'est quoi être jeune. Mais ça me ramène à mon quotidien en tant que maman d'adolescent. Fait que comme quoi, il faut toujours faire confiance au processus. Mélanie, prochain projet cet automne, qu'est-ce qui se passe chez Mélanie Bilodeau Psychoéducation? Bien, j'ai commencé une collaboration avec la Maison des maternelles en Europe. Alors, vous allez voir passer beaucoup de capsules sur les réseaux sociaux avec leur plateforme. Ça va être diffusé sur les miennes aussi. Donc, pour les abonnés français, c'est le fun, mais aussi pour les gens du Québec parce que vous allez y avoir accès. J'ai un nouveau livre aussi qui va sortir à l'automne. Je ne peux pas vous dire le sujet encore, mais je peux vous donner quand même une piste. Le Sommeil, le dernier livre qui est sorti, fait partie de la collection Parentalité sécurisante, qui est une nouvelle collection. Donc ça, c'était le premier livre avec l'album aussi pour enfants. Donc, il y aura un autre livre avec un autre album pour enfants à paraître cet automne. Puis écoute, je poursuis les chroniques à Rouge, à Salut Bonjour. Ça continue de rouler. La clinique grossit tout le temps. On a toujours une aussi belle équipe qui prend de l'expérience puis qui sont de plus en plus hot, je dirais, dans ce qu'elles font. Alors, voilà, Mélanie Bilodeau, Psychoéducation, on est là, petite enfance, périnatalité, c'est nous autres. Ben, on est vraiment contente de savoir que tu t'en vas pas nulle part, car on a tous besoin d'une Mélanie Bilodeau dans notre quotidien. Merci infiniment, Mélanie, toujours très intéressant. Et puis, je te dis à une prochaine fois pour une prochaine collaboration. On se lâche pas, ma chère Mélanie. Merci encore de ton temps et je te dis à la prochaine. Ça me fait plaisir. Merci, Marie-Pierre. C'était vraiment le fun. Hey Top Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Top Mom et compagnie.